Mes parents ont dit que j'avais choisi une vie décevante et ont souhaité que je n'ai jamais existé, prétendant que leur vie aurait été bien plus simple avec seulement mon frère et ma sœur qui, eux, réussissaient. Alors, je suis parti et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai besoin de vider mon sac, parce que ça me ronge depuis des semaines. Et honnêtement, je pense que tout écrire pourrait m'aider à digérer ce qui s'est passé. Ça va être long. D'abord, un peu de contexte. Je suis une femme, j'ai 28 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à être la déception de la famille. Mon frère aîné, Jason, est chirurgien cardiaque et il est marié à une avocate nommée Stéphanie. Ma sœur cadette, Rebecca, vient de devenir associée dans un prestigieux cabinet comptable, à seulement 26 ans. Pendant ce temps, je suis graphiste indépendante, et j'enseigne aussi des cours d'art à des enfants le week-end. J'adore mon travail. Je gagne décemment ma vie et je suis heureuse. Mais pour mes parents, Margaret et David Chen, c'est comme si j'étais au chômage. En grandissant, j'ai toujours été l'intruse. Jason excellait dans tout ce qui était académique. Rebecca était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais l'enfant qui mettait de la peinture sur le tapis, qui a choisi l'école d'art plutôt que la prépa médecine, qui ne voulait pas de la vie toute tracée que mes parents avaient prévue. Chaque dîner de famille devenait un interrogatoire pour savoir quand j'aurais un vrai travail. Chaque fête de fin d'année était ponctuée de commentaires passifs-agressifs sur ma carrière hobby. L'incident qui m'a finalement brisé s'est produit il y a 3 semaines, à la fête du 35e anniversaire de mariage de mes parents. Ils avaient loué une salle chic, invité environ 150 personnes, et transformé l'événement en une célébration de leur famille parfaite. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs quand ma mère m'a appelé 2 semaines avant pour me demander si je pouvais, pour une fois, m'habiller convenablement, et peut-être ne pas trop parler de mon petit truc artistique. Je suis arrivé vêtu d'une élégante robe bleu marine, avec des talons, bref, la totale. J'avais même apporté une bouteille de vin coûteuse en cadeau. La fête battait déjà son plein quand je suis arrivé. Jason tenait salon avec un groupe d'amis de mes parents, parlant d'une opération chirurgicale révolutionnaire qu'il avait réalisée. Rebecca exhibait sa bague de fiançailles, s'étant fiancée littéralement une semaine auparavant à un certain Trevor qui travaille dans la finance. J'ai fait le tour, j'ai salué des parents que je n'avais pas vus depuis des années, et j'ai essayé de me fondre dans le décor. C'est alors que ma tante Linda m'a demandé ce que je devenais. J'ai mentionné que je venais de terminer un projet majeur pour une start-up technologique, en concevant toute leur identité de marque, et que j'avais fait l'objet d'un article dans un magazine de design local. J'en étais fier. C'était un événement important dans mon secteur. Ma mère a entendu et a ri. Elle a littéralement ri. Puis elle a dit à ma tante Linda, elle fait toujours ses petits dessins. On espère qu'elle finira par grandir. J'ai senti mon visage s'empourprer, mais j'ai souri et je me suis excusé pour aller chercher un verre. Je suis resté au bar, essayant de me calmer, me rappelant que j'étais une adulte avec une carrière réussie et que l'opinion de ma mère ne me définissait pas. J'avais passé des années en thérapie à apprendre à fixer des limites et à ne pas laisser leurs paroles me détruire. Puis sont venus les discours. Mon père a commencé, parlant de sa fierté pour sa famille, de la façon dont Jason sauvait des vies, et de Rebecca qui faisait des vagues dans le monde des affaires. Il m'a complètement ignoré, n'a pas mentionné mon nom une seule fois, pas même une référence passagère au fait d'avoir 3 enfants. Ma mère a suivi. Elle a remercié tout le monde d'être venu, s'est extasiée sur ses 2 enfants incroyables et leurs accomplissements, puis a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Nous avons été vraiment bénis avec Jason et Rebecca. Ils nous ont donné toutes les raisons d'être des parents fiers. 2 enfants. Elle a dit, 2 enfants. La pièce tournait un peu, mais j'ai tenu bon. Peut-être que sa langue avait fourché. Peut-être qu'elle avait simplement oublié sur le moment. Je voulais lui accorder le bénéfice du doute, même si mon instinct me hurlait de partir sur le champ. Après les discours, je suis allé trouver mes parents. Ils se tenaient avec un groupe de leurs plus vieux amis, les Mitchell et les Rodriguez, des gens qui me connaissaient depuis que j'étais bébé. Je me suis approché avec mon verre de vin, avec l'intention de simplement dire bonjour et peut-être de rappeler gentiment à maman qu'elle m'avait oublié dans son discours. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Madame Mitchell a dit, « Margaret, vous devez être si fière de tous vos enfants. » Je me souviens quand ils étaient tout petits. Le visage de ma mère a eu une drôle de réaction. Un éclair d'agacement l'a traversé avant qu'elle ne le recompose en un sourire. « Oh, oui. Eh bien,
Jason et Rebecca ont certainement dépassé toutes nos attentes. Et Maya, a suggéré Madame Rodriguez en me souriant gentiment. J'entends dire que vous faites des choses merveilleuses avec votre article. Le silence qui a suivi a duré peut-être 3 secondes, mais a semblé 1 heure. La mâchoire de mon père s'est crispée. Le sourire de ma mère est devenu cassant. Puis mon père a dit, Maya a choisi une voie très différente. Différente ne veut pas dire mauvaise, a dit Monsieur Mitchell, diplomate. C'est à ce moment-là que ma mère l'a dit. Elle avait bu quelques verres de champagne et le filtre qu'elle maintenait habituellement s'était évaporé. Elle a regardé droit dans les yeux Madame Rodriguez et a dit, honnêtement, parfois je me demande ce que nous avons fait pour mériter une telle déception. Jason et Rebecca nous apportent tant de joie, mais Maya. Elle s'est interrompue en secouant la tête. Madame Mitchell avait l'air horrifiée. La bouche de Madame Rodriguez s'est ouverte. Je suis resté là, figé, attendant que mon père dise quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Au lieu de cela, il a posé la main sur l'épaule de ma mère et a dit à leurs amis, ça a été difficile. Vous élevez vos enfants avec certains espoirs et attentes, et quand l'un d'eux refuse simplement d'être à la hauteur de son potentiel, c'est déchirant. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai ouvert la bouche, les refermé, puis les rouvertes. Je suis juste là, ai-je finalement réussi à dire. Nous le savons, a dit ma mère, sans même me regarder. Nous avons toujours su que tu étais là, Maya. Parfois, nous aurions souhaité que tu ne sois jamais née. Nos vies auraient été tellement plus simples avec seulement 2 enfants qui appréciaient vraiment tout ce que nous faisions pour eux. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai même reculé d'un pas. Autour de nous, les conversations s'étaient arrêtées. Les gens nous regardaient. Jason est apparu au bord du groupe avec Stéphanie, tous deux les yeux écarquillés. Rebecca était introuvable. Mes mains se sont mises à trembler et j'ai soigneusement posé mon verre de vin sur une table voisine, craignant de le faire tomber. Je sentais les larmes me brûler les yeux, mais j'ai refusé de pleurer là. J'ai refusé de leur donner ça. J'ai regardé mon père, je l'ai vraiment regardé, espérant voir un remords, un signe que les mots de maman étaient allés trop loin. Il avait juste l'air fatigué et agacé, comme si j'étais un inconvénient qu'il devait gérer depuis trop longtemps. J'avais passé 28 ans à essayer de gagner leur amour, leur approbation, leur respect de base. J'avais assisté à des dîners de famille où j'étais ignoré. J'avais enduré des vacances où mes accomplissements étaient méprisés. J'avais écouté des années de piques subtiles et d'insultes directes. J'avais payé mes propres études, car il m'avait dit que si je n'étudiais pas la médecine ou le droit, il ne gaspillerait pas d'argent pour une école d'art. J'avais bâti une carrière réussie malgré eux, pas grâce à eux. Et soudain, debout dans cette salle louée avec 150 personnes qui regardaient, j'ai réalisé que j'en avais fini. Complètement fini. Je me suis redressé, j'ai levé le menton, et j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Ma voix est sortie, stable et claire. Si c'est ce que vous souhaitez, alors considérez que je n'ai jamais existé. Je me suis tourné vers mon père. Vous venez d'obtenir votre vœu. Vous avez maintenant 2 enfants au lieu de 3. Félicitations. Puis j'ai regardé la foule de visages choqués. Pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas que je n'ai jamais apprécié ce qu'ils ont fait pour moi. C'est qu'ils n'ont jamais apprécié qui je suis. Il y a une différence. J'ai ramassé mon sac à main, que j'avais posé sur une chaise, et je me suis dirigé vers la sortie. Le bruit de mes talons sur le sol en marbre résonnait dans le silence soudain. J'entendais ma mère dire quelque chose derrière moi, sa voix s'élevant, mais je ne me suis pas retourné. Jason a appelé mon nom. J'ai continué à marcher. Je suis arrivé à ma voiture, je suis monté, j'ai verrouillé les portes et je suis parti. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste conduit. Mes mains tremblaient encore, et les larmes que j'avais retenues ont finalement coulé, brouillant ma vision au point que j'ai dû m'arrêter sur le parking d'un centre commercial. Je suis resté là, dans ma voiture, et j'ai sangloté. Pas seulement pour ce qui s'était passé ce soir-là, mais pour tout, pour chaque commentaire méprisant, chaque regard déçu, chaque fois où l'on m'avait fait sentir que je n'étais pas assez bien. Après environ 20 minutes, je me suis suffisamment ressaisi pour vérifier mon téléphone. 3 appels manqués de Jason. J'ai complètement éteint mon téléphone. Je ne pouvais pas gérer ça. Pas encore. Je suis rentré à mon appartement, celui que j'étais si fier de pouvoir me payer seul, et je me suis assise sur mon canapé dans le noir. J'ai pensé appeler ma meilleure amie,
Anna, mais je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer que vos parents ont publiquement déclaré qu'ils auraient souhaité que vous ne soyez jamais né? Vers 21h, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Les notifications ont explosé. 38 appels manqués, des dizaines de SMS. Ma messagerie vocale était pleine. La plupart des appels provenaient du numéro de mes parents. Plusieurs de Jason, quelques-uns de Rebecca, certains de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des parents qui étaient à la fête. Je les ai tous ignorés et je suis allé directement au SMS. Jason avait envoyé une quinzaine de messages, commençant par « Maya, où es-tu passé ?» puis escaladant vers « Tout le monde panique, il faut que tu reviennes » et enfin « Papa a dû s'asseoir, maman pleure. » Mais à quoi tu t'attendais, bon sang? Les messages de Rebecca étaient plus courts. Tu as fait une scène à la fête de maman et papa. Vraiment mature, Maya. Puis, 30 minutes plus tard, d'accord. J'ai entendu ce qu'ils ont vraiment dit. Appelle-moi. Il y avait des messages de tante Linda, de madame Rodriguez, de cousins que je connaissais à peine, mais ceux qui ont attiré mon attention venaient du numéro de ma mère. Le premier, envoyé environ 30 minutes après mon départ, disait « Maya, tu dois revenir tout de suite. Tu nous as embarrassés devant nos amis. » 10 minutes plus tard, où es-tu? Les gens posent des questions. 20 minutes plus tard, ton père ne se sent pas bien. S'il lui arrive quelque chose à cause de ton esclandre, ce sera de ta faute. Et puis, environ 1 heure après mon départ, s'il te plaît, appelle-nous. Il faut qu'on en parle. J'ai fixé ce dernier message pendant un long moment. Ils avaient besoin de parler. Pas, nous sommes désolés. Pas, nous ne le pensions pas. Juste, il faut qu'on parle, comme si j'étais le problème à gérer. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher. Bien que je n'ai pas dormi. Je suis resté là, à fixer le plafond, rejouant toute la soirée dans ma tête. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. Pas seulement triste, mais vraiment en colère. Qui dit ça à son enfant? Qui regarde sa fille et lui dit qu'il aurait souhaité qu'elle ne soit jamais née? Le lendemain matin, mon téléphone avait 3% de batterie à cause de tous les appels qu'il avait reçus. Je l'ai branché et j'ai fait du café. Mes mains étaient plus stables maintenant. Je me sentais étrangement calme, comme si j'avais traversé une sorte de tempête émotionnelle et que j'étais ressorti de l'autre côté, dans un air pur. J'avais 67 nouveaux messages. Je les ai parcourus avec un intérêt détaché. Jason essayait toujours de jouer le médiateur. Peux-tu s'il te plaît t'appeler maman et papa? Ils sont vraiment contrariés. Rebecca était passée à « Je pense que ce qu'ils ont dit était horrible, mais ton départ a tout empiré. » Le message de tante Linda disait « Ma chérie, je ne sais pas quoi dire. Ce que ta mère a dit est impardonnable. Je suis là si tu as besoin de moi. » Madame Rodriguez avait envoyé un texto « Maya, ma chère, votre mère et votre père ont tort. Vous êtes une charmante jeune femme avec un vrai talent. Ne laissez pas leurs paroles vous définir. » Il y avait d'autres messages de mes parents, mais je ne pouvais pas encore me résoudre à les lire. Au lieu de cela, j'ai préparé le petit déjeuner, j'ai pris une longue douche et je me suis assise devant mon ordinateur. J'avais du travail à faire. Un client attendait des modifications sur un logo, et j'avais un cours à donner le lundi. En travaillant, j'ai réalisé quelque chose. Je me sentais plus légère, comme si un poids que je portais depuis des années s'était soudainement levé. Oui, ce qui s'était passé était horrible. Oui, ça faisait un mal de chien. Mais j'avais enfin arrêté de prétendre que si j'essayais assez fort, si j'avais assez de succès, si j'étais assez bien, mes parents me verraient comme ils voyaient Jason et Rebecca. Ils ne le feraient pas. Ils ne le pouvaient pas. Et ce n'était pas de ma faute. Vers midi, Jason a appelé. J'ai laissé le message sur le répondeur. Il a laissé un message, « Maya, je sais que tu es en colère et tu as le droit de l'être. Ce que maman a dit était vraiment déplacé, mais s'il te plaît, pouvons-nous juste parler? Ils disent qu'ils veulent s'excuser. » J'ai failli en rire. Ils voulaient s'excuser. Après 38 appels manqués et des heures de messages qui n'incluaient jamais les mots « Je suis désolé », maintenant, ils voulaient s'excuser. Je lui ai répondu par SMS, « Dis-leur que j'apprécie l'intention, mais je ne suis pas intéressé par des excuses pour le moment. J'ai besoin d'espace. » Sa réponse a été immédiate. « Maya, tu es déraisonnable.
Ils ont fait une erreur. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont stressés. J'ai fixé ce texto un long moment, puis j'ai tapé en retour, ils m'ont dit qu'ils auraient souhaité que je ne sois jamais né, Jason. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit par accident. Ce n'est pas le stress qui parle. C'est ce qu'ils ressentent vraiment. Tu surréagis, a-t-il répondu. Et voilà. Même Jason, qui avait été témoin de toute la scène, était plus soucieux de maintenir la paix que de reconnaître ce qui s'était réellement passé. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné au travail. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que j'évitais depuis des années. J'ai parcouru de vieux albums photos que j'avais enfouis au fond de mon placard. Je devais comprendre si j'étais folle, si j'imaginais le favoritisme, ou si c'était aussi réel que je m'en souvenais. L'épreuve était accablante. Sur les photos de famille de notre enfance, Jason était toujours au premier plan. Rebecca était généralement à côté de maman, qui avait son bras autour d'elle. J'étais constamment positionné au bord du cadre, parfois partiellement coupé. Sur nos photos de fin de lycée, celle de Jason était encadrée professionnellement et accrochée dans le salon. Celle de Rebecca était juste à côté. La mienne était dans un tiroir quelque part, probablement encore dans l'enveloppe du studio de photographie. J'ai trouvé ma lettre d'acceptation à l'Institut d'art, glissée dans l'un des albums. J'avais oublié que je l'avais gardée. Au dos, de mon écriture d'adolescente, j'avais écrit « Ils ont dit que l'école d'art n'est pas une vraie université. Ils ont dit que je gaspille mon potentiel, mais j'y vais quand même. » La défiance dans ces mots m'a fait mal au cœur pour la moi de 18 ans, qui avait été si déterminée à suivre ses rêves malgré l'absence de soutien. Il y avait aussi des cartes d'anniversaire. J'en ai ouvert une pour mes 21 ans. La carte de mes parents contenait un message générique de « Joyeux anniversaire » avec un chèque de 50 € et leur signature. Pas de mots personnels, pas de « Nous t'aimons ». Rien. Je l'ai comparé à la carte du 21e anniversaire de Rebecca, que j'avais vue sur sa commode des années auparavant en l'aidant à déménager. La leur était remplie d'un paragraphe manuscrit sur à quel point elle était spéciale, à quel point ils étaient fiers, combien de joie elle leur apportait. La différence était frappante, indéniable. Je n'inventais rien. J'ai trouvé des dessins que j'avais faits enfant, fourrés au fond d'un album. Un portrait de famille que j'avais dessiné vers 7 ou 8 ans. J'avais dessiné nous 5, nous tenant la main, avec un grand soleil au-dessus et des fleurs partout. En bas, au crayon de cire, j'avais écrit « Ma famille. Je vous aime ». En le regardant maintenant, je pouvais voir à quel point j'avais voulu appartenir, à quel point j'avais essayé de faire partie d'eux. Il y avait un bulletin de notes de 5e, que des A, sauf un B en maths. Ma professeure avait écrit une note, Maya est exceptionnellement créative et montre un réel talent en article. C'est une joie de la voir en classe. Ma mère avait écrit dans la marge, au stylo rouge, doit se concentrer davantage sur les matières importantes. Je me suis assise sur le sol de ma chambre, entouré de ces artefacts de mon enfance, et quelque chose est devenu limpide. Ça n'avait pas commencé à la fête d'anniversaire. Ça s'était produit toute ma vie. Je m'y étais juste tellement habitué, j'étais devenu si doué pour le minimiser, que je m'étais convaincu que ce n'était pas si grave. Mais c'était grave. Ça avait toujours été grave. Mon téléphone a sonné. C'était Stéphanie, la femme de Jason. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Maya, a-t-elle dit, sa voix douce. J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle. Ça dépend de pourquoi tu appelles, ai-je dit prudemment. Je veux que tu saches que je pense que ce que tes parents ont dit est inexcusable. Jason et moi avons eu une énorme dispute à ce sujet hier soir. Il pense que tu es trop sensible, et je lui ai dit qu'il était volontairement aveugle. J'ai senti ma gorge se serrer. Merci pour ça. J'ai besoin de te dire quelque chose, a poursuivi Stéphanie. Quelque chose que j'aurais probablement dû te dire il y a des années. Tes parents parlent de toi différemment quand tu n'es pas là. J'en suis consciente, ai-je dit amèrement. Non, je veux dire que c'est pire que tu ne le penses. Noël dernier, quand tu es parti tôt pour le dîner de famille d'Anna. Ta mère a passé 20 minutes à se plaindre aux autres invités de la façon dont tu avais abandonné la réunion de famille pour une amie. Elle a dit que tu avais toujours été égoïste, que tu t'étais toujours mise en avant, que tu n'avais jamais apprécié les sacrifices qu'ils avaient faits pour toi. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Pourquoi n'as-tu rien dit?
Parce que j'étais une lâche, a admis Stéphanie. Je ne voulais pas causer de drame. Je ne voulais pas mettre Jason dans une position difficile. Mais après ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire, j'ai réalisé que mon silence me rendait complice. Je suis désolé, Maya. Tu mérites que quelqu'un prenne ta défense, et je ne l'ai pas fait. Est-ce que Jason sait que tu m'appelles? Non. Il serait en colère s'il le savait. Il veut que tout le monde arrange les choses et fasse comme si de rien n'était, mais quelque chose s'est passé, et ça se passe depuis des années. Elle a fait une pause. J'ai des filles, Maya. Des jumelles. Elles ont 3 ans. Si quelqu'un traitait l'une d'elles comme tes parents te traitent, je perdrais la tête. Tu mérites tellement mieux que ça. Après avoir raccroché, j'ai de nouveau pleuré. Mais cette fois, c'était différent. Je ne pleurais pas parce que j'étais triste. Je pleurais parce que quelqu'un avait enfin validé ce que j'avais vécu. Quelqu'un de l'intérieur de la famille avait reconnu la vérité au lieu de me manipuler ou de me dire que j'étais trop sensible. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon oncle Richard, le frère de mon père. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais il avait toujours été gentil avec moi, d'une manière distante. Maya, ta tante m'a montré ce qui s'est passé sur une chaîne de SMS familiale, a-t-il dit. Je t'appelle parce que je te dois aussi des excuses. Tu n'étais même pas à la fête, ai-je dit, confuse. Non, mais j'ai été à plein d'autres réunions de famille au fil des ans. J'ai entendu la façon dont tes parents parlent de toi. J'ai vu comment ils méprisent tes accomplissements. Je n'ai jamais rien dit. Parce que je me disais que ce n'était pas à moi d'interférer dans la façon dont tes parents t'élevaient. Il s'est éclairci la gorge. Mais tu n'es plus une enfant. Tu es une femme adulte, et la façon dont ils te traitent est mal. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Pourquoi le dis-tu maintenant, ai-je demandé. Parce que Linda m'a appelé après la fête, furieuse de ce que Margaret t'a dit. Elle a dit que si je ne te contactais pas, elle ne me le pardonnerait jamais. Et elle a raison. Une famille n'est pas censée rester les bras croisés pendant que l'un des siens est démoli. Il a soupiré. Je suis désolé d'être resté silencieux quand tu avais besoin que quelqu'un prenne la parole. Ces appels, ces manifestations de soutien inattendues ont commencé à s'additionner. Il s'est avéré que beaucoup de gens avaient remarqué comment mes parents me traitaient. Ils n'avaient simplement jamais rien dit, car il est inconfortable de dénoncer ce genre de dysfonctionnement, surtout quand les victimes elles-mêmes essaient de prétendre que tout va bien. Je me suis demandé à combien de réunions de famille j'avais assisté où les gens avaient été témoins de la cruauté de mes parents et n'avaient rien dit. Combien de fois avais-je souri à travers la douleur, pendant que tout le monde détournait le regard, mal à l'aise mais peu disposé à intervenir? Ce soir-là, j'ai fait une longue promenade dans mon quartier. Le temps était parfait, cette chaleur de fin d'été sans la chaleur oppressante. J'ai croisé des familles dînant sur leurs terrasses, des enfants à vélo, des couples promenant leurs chiens, la vie normale qui continuait autour de moi, alors que mon monde avait complètement basculé. J'ai pensé à la version de moi-même que j'étais avant la fête d'anniversaire. La Maya qui se serait déjà excusée, qui se serait présentée chez mes parents avec des fleurs et du remords, qui se serait tordue en 4 pour essayer de réparer une relation brisée depuis le début. Je ne voulais plus être cette Maya. Je ne voulais plus passer le reste de ma vie à mendier des miettes d'affection de la part de personnes qui ne me verraient ou ne m'apprécieraient jamais vraiment. Quand je suis rentré, il y avait un colis sur le pas de ma porte. À l'intérieur, un livre sur la façon de fixer des limites avec les familles toxiques, envoyé par ma tante Linda avec un mot, ça m'a aidé. Peut-être que ça t'aidera aussi. Je t'aime, et je suis fier de la femme que tu es devenue. J'ai lu le livre en entier cette nuit-là. Tant de pages semblaient avoir été écrites spécifiquement sur ma vie. Le chapitre sur le rôle de bouc émissaire dans les familles m'a particulièrement touché. Il décrivait exactement ce que j'avais vécu, être désigné comme l'enfant à problème, voir mes accomplissements minimisés, être blâmé pour les dysfonctionnements familiaux, et servir de contraste pour faire paraître mes frères et sœurs meilleurs. Le livre expliquait comment les familles ont souvent besoin d'un bouc émissaire pour maintenir leur équilibre, comment ce rôle est assigné très tôt et renforcé par des années de messages subtils et manifestes. Il expliquait comment le fait de quitter ce rôle, de refuser de jouer le jeu, peut faire paniquer tout le système familial, qui fait alors pression sur le bouc émissaire pour qu'il revienne et reprenne sa place. Soudain, les 38 appels manqués prenaient tout leur sens. Ce n'était pas que mes parents me manquaient désespérément ou qu'ils réalisaient avoir fait une terrible erreur.
C'était que j'avais perturbé le système en refusant d'accepter leur traitement. J'avais brisé le schéma, et les schémas sont réconfortants, même quand ils sont nuisibles. Le livre mettait également en garde contre quelque chose appelé le « overing », lorsque les membres de familles toxiques essaient de vous aspirer à nouveau avec des excuses, des promesses de changement, ou des urgences fabriquées. Il disait, ces tentatives mènent rarement à un changement authentique, et ne font généralement que réinitialiser le cycle de l'abus. J'ai pensé au message de ma mère, à la frayeur de mon père pour sa santé que Jason avait mentionné en passant, à l'intérêt soudain pour la réconciliation. Était-il sincèrement désolé, ou essayait-il simplement de restaurer la dynamique familiale à ce qu'elle était avant? Au cours des jours suivants, les appels et les messages ont continué, mais ils sont devenus moins fréquents. J'avais clairement fait savoir que je ne reviendrais pas, et apparemment, il commençait à l'accepter, ou du moins à abandonner pour le moment. J'ai commencé à passer en revue mes réussites professionnelles, à les documenter d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. J'avais toujours minimisé mon succès, car mes parents m'avaient appris que ce que je faisais n'avait pas de valeur. Mais en le regardant objectivement, j'avais construit quelque chose d'impressionnant. Je travaillais en freelance avec succès depuis 6 ans. Ma liste de clients comprenait 3 entreprises du Fortune 500, une poignée de startups à succès, et de nombreuses petites entreprises dont j'avais aidé à construire la marque à partir de zéro. J'avais été cité dans des publications de design 4 fois. J'avais remporté 2 prix de design régionaux. Mes cours d'art du week-end avaient une liste d'attente de 6 mois. J'avais fait tout cela en payant mon propre loyer, mes propres factures, mes propres prêts étudiants de l'école d'art que mes parents refusaient de financer. J'avais bâti une vie et une carrière à partir de rien, sans soutien familial, sans filet de sécurité financier, sans encouragement. Et pourtant, j'avais passé des années à me sentir comme une ratée, parce que je n'avais pas le genre de succès que mes parents appréciaient. J'ai fait une liste de chaque commentaire méprisant dont je pouvais me souvenir. Elle remplissait 3 pages. C'est bien, ma chérie. Mais quand est-ce que tu trouves un vrai travail? N'aurais-tu pas pu étudier quelque chose de plus pratique? On ne peut pas dire à nos amis que tu es artiste, Maya. On dirait que tu es au chômage. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère? Rebecca ne nous décevrait jamais comme ça. 3 pages de petites cruautés qui s'étaient accumulées au fil des décennies. Puis j'ai fait une autre liste, de chaque accomplissement qu'ils avaient ignoré ou minimisé, mon premier grand contrat client, mon premier article publié sur la théorie du design, l'exposition d'art où 3 de mes œuvres se sont vendues, la bourse que j'avais gagnée à l'école d'art. La fois où une chaîne d'information locale m'avait interviewé sur mon programme d'art pour enfants, la subvention que j'avais reçue pour développer mes cours communautaires. Ils avaient été absents pour tout ça, ou pire, ils avaient été présents, mais méprisants, trouvant des moyens de transformer mes réussites en preuve de mon échec à répondre à leurs attentes. J'ai appelé ma thérapeute et j'ai pris un rendez-vous d'urgence. Je voyais le docteur Patricia Chen, aucun lien de parenté, par intermittence depuis des années, principalement pour gérer une anxiété dont je réalisais maintenant qu'elle découlait directement de ma dynamique familiale. Maya, a-t-elle dit lorsque je me suis assise dans son bureau, vous avez l'air différente. Différente? Comment? Comme si vous vous étiez enfin autorisée à être en colère. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais retourné ma colère contre moi-même, la transformant en anxiété, en doute de soi, et en dépression. Maintenant, elle se dirigeait vers l'extérieur. Et même si ça faisait mal, ça semblait aussi propre, en quelque sorte honnête. Je lui ai tout raconté sur la fête d'anniversaire. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus préoccupée à mesure que je parlais. Ce qu'ils vous ont dit constitue un abus émotionnel, a-t-elle dit lorsque j'ai terminé. Je veux que vous m'entendiez le dire clairement. Ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste vos parents qui passaient une mauvaise journée ou qui disaient quelque chose de malheureux sur le coup de l'émotion. C'était une expression publique de la façon dont ils vous ont traité en privé toute votre vie. Tout le monde n'arrête pas de me dire que je devrais leur pardonner, ai-je dit, que la famille est importante, que je regretterais de les avoir coupés de ma vie. Voulez-vous leur pardonner? J'y ai réfléchi honnêtement. Je ne sais pas. Une partie de moi veut qu'ils me voient vraiment et même pour qui je suis. Mais une autre partie de moi est tellement fatiguée d'espérer ça. Tellement fatiguée d'être blessée encore et encore. Le pardon n'exige pas la réconciliation, a dit le docteur Chen. Vous pouvez leur pardonner pour votre propre paix intérieure, tout en maintenant des limites. Ou vous pouvez choisir de ne pas leur pardonner.
Les deux sont des options valides. Ce qui compte, c'est que vous fassiez des choix qui protègent votre bien-être. Au lieu de vous sacrifier pour maintenir une relation qui vous nuit. Je n'arrête pas de me demander si je ne suis pas trop dur, ai-je admis, si je ne suis pas en train de jeter une relation qui pourrait être sauvée. Laissez-moi vous poser cette question. De toutes les années où vous les avez connus, ont-ils déjà fait des changements sincères et durables dans leur façon de vous traiter? J'ai ouvert la bouche pour dire oui, puis je l'ai refermée. Non, ai-je finalement dit. Ils sont gentils pendant quelques semaines après une grosse dispute, mais ça revient toujours à la normale. Voilà votre réponse, alors. Vous n'êtes pas obligé de continuer à espérer qu'ils changeront si leur schéma de comportement suggère qu'ils ne le feront pas. La séance m'a aidé, mais elle a aussi rendu tout cela plus réel. Je n'étais pas juste en train de me disputer avec mes parents, une dispute qui finirait par passer. Je remodelais fondamentalement ma relation avec eux, peut-être de manière permanente. En quittant son cabinet, je me sentais à la fois plus légère et plus lourde, plus légère, parce que je m'étais donné la permission de me protéger, plus lourde, parce que je faisais le deuil des parents que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais eus. Ce soir-là, Anna est venue avec des plats à emporter et du vin. Nous nous sommes assises sur mon canapé, à manger du pad thaï et à parler de tout sauf de mon drame familial, jusqu'à ce que je sois prête à l'aborder. Tu penses que je fais ce qu'il faut, ai-je finalement demandé. Anna, qui avait été témoin des années de traitement de mes parents et m'exhortait à fixer des limites depuis longtemps, m'a regardé sérieusement. Je pense que tu fais ce qui est courageux. Savoir si c'est la bonne chose, seul toi peux le savoir. Ça n'aide pas, ai-je dit, mais je souriais un peu. D'accord, tu veux de l'honnêteté? J'ai détesté voir ce qu'il te faisait. Chaque fois que nous avions des projets et que tu annulais parce qu'il y avait un dîner de famille, je savais que tu reviendrais triste. Chaque période des fêtes, tu stressais des semaines à l'avance. Chaque conversation sur ta carrière, tu la nuançais avec « ce n'est pas un vrai travail comme celui de mes frères et sœurs ». Ils empoisonnent ton estime de toi depuis des années, Maya. Alors, oui. Je pense que prendre du recul est la bonne chose à faire. J'aurais juste aimé que tu le fasses plus tôt. Je ne savais pas que je pouvais, ai-je dit doucement. Je pensais que je devais continuer à essayer. Tu n'es pas obligé. Tu ne l'as jamais été. Nous avons parlé tard dans la nuit. Anna m'a raconté sa propre expérience de l'établissement de limites avec son père alcoolique. À quel point ça avait été dur, mais nécessaire. Elle m'a rappelé des moments où elle m'avait vu me rapetisser pour correspondre aux attentes de mes parents. Des fois où j'avais caché mes succès parce que je savais qu'ils ne les célébreraient pas. Des fois où j'avais pleuré après des réunions de famille. Tu es la personne la plus talentueuse que je connaisse, a dit Anna. Tu crées de belles choses. Tu apprends aux enfants à croire en eux. Tu construis des marques qui aident les entreprises à réussir. Tu es gentille, drôle et intelligente. Le fait que tes parents ne puissent pas le voir n'est pas un reflet de toi. C'est un reflet d'eux. Ces mots se sont installés dans ma poitrine, chaleureux et vrais. Peut-être avais-je besoin de les entendre de quelqu'un qui me connaissait vraiment, quelqu'un qui avait choisi d'être dans ma vie plutôt que d'y être obligé par le sang. Après le départ d'Anna, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai écrit un article de blog sur mon expérience, sans citer de nom, en gardant les détails vagues, mais en parlant de l'expérience d'être le bouc émissaire dans une famille, de se faire dire qu'on n'est pas assez bien, de se choisir enfin soi-même. Je l'ai publié sur mon site professionnel, sans attendre beaucoup de réactions. Mais le lendemain matin, il y avait des dizaines de commentaires d'autres designers, d'autres professionnels de la création, d'autres personnes à qui on avait dit que leur art n'était pas une vraie carrière, qu'elle décevait leur famille, qu'elle devait être plus pratique. Merci d'avoir écrit ça, disait un commentaire. Je me sens comme un échec parce que mes parents ne comprennent pas ce que je fais. Ça m'a aidé à réaliser que je ne suis pas seul. Un autre, ma famille me demande encore quand je vais trouver un vrai travail. Je suis illustratrice professionnelle depuis 10 ans. Votre article m'a donné le courage d'arrêter de me justifier. En lisant ces commentaires, j'ai réalisé que mon expérience n'était pas unique. Il y avait des milliers de personnes dont les familles ne valorisaient pas leur travail créatif, qui se sentaient diminuées parce qu'elles avaient choisi des chemins non conventionnels. Nous portions tous les mêmes blessures, les mêmes doutes semés par des personnes qui étaient censées nous nourrir. J'ai répondu à chaque commentaire, et ce simple acte de connexion m'a aidé à me sentir moins isolé dans ma décision.
Rebecca a appelé le 4e jour. J'ai répondu, curieuse de ce qu'elle dirait. Maya, a-t-elle commencé, sa voix prudente. Comment vas-tu? Je vais bien, ai-je dit. Ce qui était en partie vrai. Écoute, je sais que maman et papa t'ont vraiment blessé. Ce qu'ils ont dit était horrible. Je leur ai dit. Vraiment? J'ai gardé une voix neutre. Oui, j'ai dit à maman qu'elle avait largement dépassé les bornes. Mais Maya, tu dois comprendre, ils ont été sous beaucoup de stress dernièrement. Papa a eu des problèmes de santé et maman s'est inquiétée. Et Rebecca, arrête, les jeux coupés. Leur stress n'excuse pas le fait de me dire qu'ils auraient souhaité que je ne sois jamais né. Rien n'excuse ça. Elle est restée silencieuse un moment. Peut-être que tu as mal entendu. Peut-être que c'est sorti de travers. J'ai senti une pointe de colère. Il y avait une douzaine de personnes qui ont entendu exactement ce que j'ai entendu. Ne me manipule pas, je n'essaie pas. Si, tu essaies. Tu leur trouves des excuses, parce que c'est plus facile que d'admettre que nos parents sont capables d'être cruels. J'ai vécu avec cette cruauté pendant des années, Rebecca. Tu ne l'as simplement jamais remarqué, parce que tu étais la préférée. Elle a émis un petit son, comme si j'avais touché un point sensible. Ce n'est pas juste. Ah non? Quand est-ce que maman a méprisé ta carrière pour la dernière fois? Quand est-ce que papa t'a déjà oublié dans un discours sur ses enfants? Quand est-ce qu'ils t'ont dit que tu étais une déception? Silence. Exactement, ai-je dit doucement. Je ne suis pas en colère contre toi, Rebecca, mais je ne peux pas prétendre que c'est quelque chose qui peut être réglé avec des excuses rapides et un dîner de famille. Ça s'est construit pendant 28 ans. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu en as juste fini avec eux. Je veux dire que j'en ai fini d'essayer d'être quelqu'un qu'ils approuveront. S'ils veulent une relation avec moi, elle doit être basée sur qui je suis vraiment, pas sur qui ils voudraient que je sois. Nous avons parlé encore quelques minutes, mais il était clair que nous n'allions pas être d'accord. Elle pensait que j'étais têtu. Je pensais qu'elle était aveugle. Nous avons raccroché avec la promesse de nous reparler bientôt, bien que je ne sois pas sûr que l'une de nous le pensait vraiment. Une semaine après la fête, j'ai reçu une lettre par la poste, une vraie lettre manuscrite de ma mère. Je l'ai laissée sur mon comptoir de cuisine pendant 2 jours avant de l'ouvrir. La lettre faisait 3 pages. L'essentiel était qu'ils étaient désolés que j'ai été blessé, qu'ils avaient dit des choses sur le coup de l'émotion, et qu'ils espéraient que nous pourrions mettre cela derrière nous et avancer en tant que famille. Il n'y avait aucune reconnaissance des années de mépris, aucune reconnaissance du schéma de comportement, aucune compréhension de la raison pour laquelle leurs paroles m'avaient si profondément blessé. C'étaient des excuses qui n'en étaient pas vraiment. C'était de la gestion de crise. J'ai répondu. J'ai fait court. Chère maman et papa, merci pour votre lettre. J'apprécie que vous reconnaissiez que vos paroles m'ont blessé. Cependant, ce qui s'est passé à votre fête d'anniversaire n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement d'années où l'on m'a fait me sentir inférieur. Où j'ai été méprisé et traité comme une déception. J'ai besoin que vous compreniez que des excuses ne suffisent pas. Si vous voulez vraiment une relation avec moi à l'avenir, les choses doivent changer fondamentalement. Cela signifie respecter ma carrière, respecter mes choix. Et me traiter avec la même considération que vous accordez à Jason et Rebecca. Jusqu'à ce que cela se produise, je pense qu'il est préférable que nous gardions nos distances. Je ne fais pas ça pour vous punir. Je le fais parce que je mérite mieux, et je suis enfin prête à l'exiger. Maya. J'ai envoyé la lettre et j'ai ressenti un sentiment de finalité. C'était ça. J'avais tracé ma ligne dans le sable. Anna, quand je lui ai finalement tout raconté, était furieuse en mon nom. Tu aurais dû m'appeler ce soir-là, a-t-elle dit. Je serais venu avec de la glace et du vin. J'avais besoin d'être seul, ai-je admis. J'avais besoin de digérer ça sans que personne n'essaie de me réconforter ou de me dire quoi faire. Vont-ils vraiment changer, a-t-elle demandé, sceptique. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être pas, mais au moins, j'ai dit ce qui devait être dit. Cela fait maintenant 3 semaines depuis la fête. Les appels ont cessé. J'ai reçu un bref texto de ma mère disant qu'ils avaient besoin de temps pour réfléchir, ce que j'ai interprété comme s'ils attendaient que je cède et que je revienne en rampant avec des excuses pour avoir fait une scène. Je ne vais pas faire ça. Pour la première fois de ma vie,
je mets mon propre bien-être en premier. Si cela fait de moi une égoïste à leurs yeux, qu'il en soit ainsi. Ce qui est drôle, c'est que ma vie ne s'est pas effondrée comme je le craignais. Mon entreprise est en fait florissante. J'ai décroché 2 nouveaux clients importants cette semaine. Mes cours d'art du week-end sont complets. Je dors mieux, je mange mieux, et je n'ai pas eu de mal de tête dû au stress depuis des jours. Ma tante Linda m'a emmené déjeuner la semaine dernière et m'a dit qu'elle était fière de moi. Ta mère est ma sœur, et je l'aime, a-t-elle dit. Mais elle a tort à ton sujet, Maya. Elle a toujours eu tort à ton sujet. Tu fais exactement ce que tu devrais faire, et tu le fais bien. Ça m'a fait pleurer un peu, mais dans le bon sens. Madame Rodriguez m'a envoyé un magnifique arrangement floral avec un mot qui disait « Continue de peindre le monde avec tes couleurs ». Même certains amis de mes parents, des gens dont je m'attendais à ce qu'ils prennent leur parti, m'ont contacté pour dire qu'ils avaient été choqués par ce qui s'était passé et qu'ils pensaient que je l'avais géré avec grâce. Jason a finalement arrêté d'essayer de faire le médiateur et m'a envoyé un texto qui disait simplement « Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu plus tôt. J'aurais dû. Tu méritais mieux de nous tous. » Celui-là signifiait vraiment quelque chose. Rebecca et moi trouvons lentement notre chemin vers une nouvelle normalité. Elle commence à comprendre qu'elle a été protégée d'une grande partie de la négativité que j'ai vécue, parce qu'elle correspondait au moule que mes parents voulaient. Nous avons pris un café hier et elle a dit « J'ai toujours pensé qu'ils étaient durs avec toi, mais je me disais que tu étais juste sensible. Je réalise maintenant que j'avais tort. Ils ont été horribles avec toi. Je ne sais pas ce qui va se passer avec mes parents. Peut-être qu'ils réaliseront qu'ils doivent changer. Peut-être pas. Peut-être que nous reconstruirons une sorte de relation un jour. Ou peut-être que c'est la fin de notre histoire en tant que famille. Ce que je sais, c'est que j'ai fini de m'immoler par le feu pour les garder au chaud. J'ai fini de me rapetisser pour entrer dans leur définition étroite du succès. J'ai fini de m'excuser d'être qui je suis. Ils ont dit qu'ils auraient souhaité que je ne sois jamais né. Et je leur ai dit de me considérer comme si je n'avais jamais existé. Ces mots font encore mal quand j'y pense. Probablement pour toujours. Mais je pensais ce que je disais. S'ils ne peuvent pas m'aimer tel que je suis, alors ils ne peuvent pas m'avoir dans leur vie. J'ai quitté cette fête avec 38 appels manqués qui m'attendaient. Mais je suis entré dans une vie où je suis enfin libre. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'est la meilleure des vengeances. Mise à jour. Quelques personnes ont demandé une mise à jour dans les commentaires. Alors, voilà. Cela fait environ 2 mois depuis la fête maintenant, et les choses ont évolué de manière inattendue. Mon père a eu ce que ma mère a appelé une petite alerte de santé, il y a environ 3 semaines. Jason m'a appelé pour me le dire, et je pouvais entendre l'attente dans sa voix, qu'il s'attendait à ce que je coure à l'hôpital. J'ai demandé ce qui s'était passé, et il a admis que papa avait eu une crise de panique, qu'ils avaient d'abord prise pour un problème cardiaque. Il allait bien, entièrement examiné par les médecins. Aucune urgence médicale réelle. J'ai envoyé des fleurs à l'hôpital avec une carte qui disait « Heureuse que tu ailles bien. Prends soin de toi. » Je ne suis pas allé le voir. Jason était furieux, mais honnêtement, j'ai appris que leurs urgences sont souvent fabriquées pour me faire rentrer dans le rang. Je n'allais pas tomber dans le panneau cette fois. Ce qui a vraiment changé les choses, c'est quand ma mère s'est présentée à l'un de mes cours d'art du week-end, il y a 2 semaines. J'enseignais à un groupe d'enfants de 8 ans comment mélanger les couleurs, quand j'ai levé les yeux et je l'ai vue debout à l'entrée du centre communautaire, en train de regarder. Mon estomac s'est noué. J'ai envisagé de lui demander de partir, mais j'avais un cours à donner et des enfants qui comptaient sur moi. Alors, j'ai terminé la leçon, j'ai aidé les enfants à nettoyer, et j'ai attendu que leurs parents viennent les chercher avant de m'adresser à elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir, plus âgée en quelque sorte. « Je voulais voir ce que tu fais. Vraiment le voir. » Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors j'ai juste commencé à nettoyer le matériel de peinture. Elle a fait le tour de la pièce, regardant les œuvres des enfants séchées sur les étagères. « Ils sont doués ?» a-t-elle dit doucement. « Les enfants ? Ils sont vraiment doués. Ils apprennent, ai-je dit. Ils sont assez courageux pour essayer, ce qui est le plus important. » Maman a pris une peinture, une explosion de couleurs désordonnées mais joyeuses. « C'est toi qui leur as appris cette technique ? Je leur apprends à ne pas avoir peur de faire des erreurs.
La technique vient avec la pratique. Elle a reposé soigneusement la peinture. Maya, j'ai beaucoup réfléchi depuis la fête. Vraiment? J'ai gardé une voix neutre, continuant à essuyer les tables. Ta tante Linda ne m'a pas parlé depuis 3 semaines. Madame Rodriguez m'a envoyé un email très direct sur la façon dont nous t'avons traité. Même les copains de golf de ton père ont posé des questions embarrassantes. Elle a fait une pause. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai attendu. Je suis allé en thérapie, a-t-elle dit. Après que tu aies envoyé cette lettre, j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute, parce que ton père et moi ne communiquions pas bien, et je pensais que quelqu'un pourrait nous aider à comprendre pourquoi tu étais si dramatique à propos de tout. J'ai senti une pointe de colère à ça, mais j'ai mordu ma langue. La thérapeute m'a demandé de décrire chacun de mes enfants, a poursuivi maman. J'ai parlé de Jason pendant 20 minutes. J'ai parlé de Rebecca pendant 15. Quand je suis arrivé à toi, j'ai réalisé que je listais toutes les façons dont tu m'avais déçu, au lieu de lui dire qui tu es vraiment. C'est elle qui l'a souligné. Mes mains s'étaient arrêtées de bouger. Je restais là, tenant une éponge humide, fixant ma mère. Elle m'a demandé quelle était ta couleur préférée. Je ne savais pas. Elle m'a demandé ce qui te rendait heureuse, ce dont tu rêvais, ce qui te passionnait au-delà de l'art. Je ne pouvais répondre à rien de tout ça, Maya. Je ne pouvais pas répondre à des questions de base sur ma propre fille. L'éponge a laissé tomber de l'eau sur le sol. Je suis allé en thérapie 2 fois par semaine, a dit maman, en essayant de comprendre où je me suis trompé. Et la réponse est, partout. Je me suis trompé partout. J'ai finalement retrouvé ma voie. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu avais raison. Dans ta lettre, tu avais complètement raison. Nous ne méritons pas d'avoir une relation avec toi tant que nous ne pourrons pas te voir vraiment pour qui tu es, au lieu de qui nous voulions que tu sois. Elle a de nouveau regardé la pièce. Cet endroit, ces enfants, ce que tu fais ici. Je n'ai jamais pris la peine de le comprendre, parce que j'avais déjà décidé que ça n'avait pas de valeur. Mais tu apprends aux enfants à être créatifs, à avoir confiance en eux, à s'exprimer. C'est un travail important. J'ai senti les larmes monter et j'ai cligné des yeux pour les retenir. Une séance de thérapie ne répare pas 28 ans, maman. Je sais, a-t-elle dit. C'est pourquoi je ne demande pas pardon. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches que j'essaie. Ton père, lui, il est plus lent à se faire à l'idée. Il est toujours bloqué sur l'idée que nous sommes les victimes, parce que tu nous as embarrassés à la fête, mais je travaille sur lui. Nous sommes restés en silence un moment. Je devrais y aller, a-t-elle finalement dit. Je voulais juste voir cette partie de ta vie. Merci de m'avoir laissé faire, même si tu n'avais pas vraiment le choix. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Ta couleur préférée est le turquoise. Je m'en suis souvenu en venant. Tu as peint ta chambre en turquoise quand tu avais 14 ans, et nous t'avons fait la repeindre en beige, parce que nous disions que c'était trop vif. Tu as pleuré pendant 3 jours. J'avais pleuré pendant 3 jours. J'avais oublié ça, l'avais enterré avec tous les autres petits chagrins. C'est toujours ma couleur préférée, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Je suis désolé de t'avoir fait la changer. Je suis désolé pour beaucoup de choses. Puis elle est partie. Je suis resté dans cette salle de classe vide longtemps après son départ, digérant ce qui venait de se passer. Je ne sais pas si ça change quoi que ce soit. Une conversation, même une bonne, n'efface pas des décennies de dommages, mais c'est quelque chose. Peut-être que c'est un début. Ou peut-être que c'est juste ma mère qui essaie de redorer sa réputation après que la fête soit devenue le scandale de leur cercle social. Je ne sais pas encore.